Bonjour mesdames et bonjour messieurs qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Bienvenue à ce journal en français. 3 ans après la disparition forcée de notre collègue Jean Bigirimana, journaliste au groupe de presse Iwachu, quel espoir des professionnels et des médias burundais quant au travail d'enquête pour identifier les auteurs? En tout cas, on n'espère pas grand-chose tant que le régime en place ne change pas de comportement. La relance de la coopération franco-burundaise n'augure rien de bon, mais de toute façon, elle ne changera pas grand-chose à un régime qui s'est déjà enfermé et fortement terni son image. Et puis, 2 permanences du parti d'Agatogwa-Sassenel ont ouvert ce dimanche dans les provinces de Karoussi et Moaro. C'est un espoir que le parti présidentiel ne se serait ressaisi après des perturbations des membres de ce parti pour de tels événements du parti Sénel. Voilà pour les titres. Bienvenue. Rebonjour, 22 juillet 2017 et 22 juillet 2019, voilà 3 ans jour pour jour que Jean Bigirimana, journaliste au groupe de presse Iwachu, a disparu. Le journaliste du journal Iwachu, au moment de son enlèvement, n'a laissé aucune trace. L'opinion s'étonnait que ni la police ni la justice ne s'enferment dans le silence sur ce cas. Mais Innocent Muhozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise, n'a aucunement confiance en ces instances. Contexte oblige, on l'écoute. Qu'est-ce que vous voulez espérer du système judiciaire burundais? Sa mission maintenant est claire depuis plusieurs années, c'est maquiller les crimes qui se commettent au Burundi et qui sont commis par le régime en place. Il ne faut pas demander au système judiciaire burundais d'aller accuser les services de l'État qui commet ces crimes-là. Donc Jean Bigirimana, Christophe Nkezabahizi qui a été assassiné avec toute sa famille, tous les autres disparus qu'il y a eu dans le pays, toutes les autres personnes qui sont dans les prisons, toutes ces personnes qui ont été tuées dans le pays, au vu aussi de tout le monde. Et plus récemment encore, les 2 personnes qui ont été assassinées par la police, avec toutes les preuves qui sont là. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous espérez de ce système judiciaire-là? Il n'y a rien à espérer. Il y aura justice au Burundi quand les Burundais auront décidé de se lever, de se battre pour que dans leur pays, la vie humaine soit sacrée comme elle doit être, comme elle l'était dans nos traditions, comme elle l'était depuis que nos parents ont créé, depuis que nos parents, nos grands-parents ont créé le système traditionnel d'Ubuntu, d'Ubushinganae, d'Ufasoni, aussi longtemps que nous ne nous levons pas pour avoir un minimum de consensus pour dire il y a des choses essentielles sur lesquelles nous devons être d'accord et pour lesquelles nous devons nous battre. Il ne faut pas s'étonner que les gens disparaissent, que les gens soient torturés, que les femmes, les filles soient violées, que d'autres soient assassinés, que d'autres soient en prison illégalement. Ce n'est pas le système judiciaire actuel qui va arranger ça, ce n'est pas le gouvernement actuel qui va arranger ça, ce n'est manifestement pas ceux qui avaient été chargés par ou qui s'étaient même autosaisis dans la région pour s'occuper du problème burundais qui le feront. C'est à nous de le faire. Et la justice burundaise devrait prouver son impartialité si elle est consciente que Jean Bigirimana, journaliste du groupe de presse Iwachu, a disparu il y a 3 ans. La coalition des associations de défense des droits de l'homme demande au gouvernement burundais de faire d'un État soucieux des droits de l'homme. Mamere Sabushimike, qui parle au nom de ces associations, regrette les conditions de vie en exil de la famille du disparu Jean Bigirimana. Suivez Mamere Sabushimike. C'est le 22 juillet 2016 que le journaliste Jean Bigirimana aurait été enlevé par les agents du service national de renseignement sur la route Bugarama en province de Muramvya. Dès lors, le groupe de presse Iwachu, son employeur, s'est constitué partie civile en introduisant la plainte contre la personne X et a tout fait pour aider la justice à trouver la vérité, mais en vain. Rappelons que le groupe de presse Iwachu a conduit la police à des cadavres en décomposition repêchés dans la rivière Mubarazi, l'un décapité et l'autre coincé entre 2 grosses pierres, mais ils ont été enterrés avant de les identifier. Il a refusé de procéder au test ADN et à l'autopsie pourtant demandée. La justice burundaise avait exprimé son intention d'ouvrir une enquête, mais aucun rapport n'a été déposé depuis 3 ans. Curieusement, l'agent du service national de renseignement
dont les appels téléphoniques avec Jean Bigirimana ont été enregistrés juste avant sa disparition. Curieusement, l'agent du service national de renseignement dont les appels téléphoniques avec Jean Bigirimana ont été enregistrés juste avant sa disparition aurait lui aussi porté disparu par la suite. Un autre point troublant est que l'épouse de Jean Bigirimana et ses enfants ont été contraints de s'exiler suite aux menaces de mort l'interdisant de s'exprimer sur la disparition de son mari. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme dénonce le déni de la justice, résultat de l'inertie de l'appareil judiciaire dans le traitement de l'affaire relative à la disparition forcée de Jean Bigirimana. Demande encore une fois à la justice burundaise de mener une enquête impartiale sur la disparition de Jean Bigirimana pour que les auteurs soient punis conformément à la loi. La coalition exprime sa sympathie avec la famille du disparu et la famille des journalistes. Encourage le groupe de presse Iwacu à persister dans la demande de la vérité sur la disparition de Jean Bigirimana. La coalition demande au gouvernement du Burundi de garantir l'indépendance reconnue par la loi à l'appareil judiciaire afin de lutter contre l'impunité au Burundi. Et enfin, la coalition demande la garantie de la liberté de la presse et le droit à l'information par une protection adéquate aux journalistes et aux médias. Et en politique, le Parti Congrès national pour la libération d'Agathon Rwasa Senel a pu ouvrir ses deux permanences ce dimanche. L'une a été inaugurée dans la province de Karousi et une autre dans la province de Moaro. Les militants ont manifesté une joie extrême cette journée. L'on se souvient des violences qui se manifestent souvent lors de tels événements face à la résistance des membres de la milice Imbonerakure qui s'y opposaient. Et souvent, dans d'autres coins, les permanences de ce parti et qui sont brûlés, les membres du parti Senel malmenés par les autorités administratives et policières pour leur appartenance politique. Nous poursuivons le journal. La France a relancé son aide au gouvernement burundais depuis une année, mais les faits viennent d'être révélés aujourd'hui par la presse. Pour Innocent Muhozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise, cette coopération n'augure rien de bon. Il est convaincu que cela ne redonnera pas l'image déjà fortement entachée du gouvernement du Burundi. Suivez Innocent Muhozi. La reprise de la coopération manifestement et surtout dans le domaine militaire est très significative. C'est significatif dans la mesure où strictement rien n'a changé quant aux raisons qui avaient poussé à ce qu'il y ait cette sorte de gel de la coopération, aussi bien de la France que de l'Union européenne et de beaucoup d'autres pays avec ce gouvernement-là. Pour des raisons très simples, ils tuent. D'abord, il y a eu un troisième mandat totalement illégal. Ils ont tué, ils ont torturé et ils continuent à le faire. Ils ont forcé à l'exil des centaines de milliers de Burundais. Les médias n'existent plus, des médias indépendants n'existent plus, il faut le dire comme c'est. Les associations de la société civile n'existent plus, ne sont plus autorisées, celles qui sont dignes d'être appelées comme cela. Les partis politiques n'arrivent plus à s'organiser, etc., etc. Les lois ont été changées de façon tellement rétrograde que ce n'est plus un gouvernement du siècle dans lequel nous nous trouvons maintenant. Maintenant, c'est cela les raisons qui ont poussé les différents pays à gérer leur coopération avec le Burundi. Maintenant que la France se remette à coopérer, à vouloir aider ce gouvernement, écoute, elle sera responsable de tout ce qui se passe. Parce qu'on ne peut plus nous parler. Ceux qui prennent ce genre de décision ne peuvent plus nous parler de droits de l'homme, de démocratie, avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc je crois que ce qui est fondamental, c'est que les Burundais comprennent qu'il est plus que temps qu'ils comprennent, qu'ils s'engagent à faire en sorte que leur maison soit une maison fréquentable comme la maison de certains autres dans la région. La France semble avoir tenu en secret la reprise de cette coopération pendant pratiquement un an. Cela signifierait-il qu'elle était consciente peut-être du contexte qui n'était pas favorable à cette reprise de coopération? Vous savez, c'est une décision apparemment qui a été prise en catimini. Ils ne sont certainement pas fiers de ça parce qu'ils savent ce que ça veut dire. C'est ce que je viens de vous dire. Les raisons qui ont fait que cette coopération soit gelée sont totalement là. Et elles se sont même aggravées pour certains domaines.
Donc il est impossible moralement, en termes de valeurs universelles, en termes de politique rationnelle, d'assumer ce genre de décision pour la France ou pour qui que ce soit d'autre. À moins que ce soit un cynisme sans limite ou qu'il y ait d'autres raisons que le Burundi ne soit qu'un pont pour viser d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que je ne vois pas qui pourrait être fier de ce genre de décision. Actualité en économie. Il est interdit aux Burundais d'exporter les produits vivriers à l'étranger. C'est le rapport du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, porte-parole de son ministère, annonçait que 2 tonnes de haricots et d'autres produits qui étaient sur le point d'être acheminés vers le pays voisin ont été saisis par la police burundaise. Il conseille quiconque aurait l'intention de vendre ces produits en dehors du Burundi et de ne pas le faire pour ne pas violer la loi. Suivez le porte-parole du ministère de la Sécurité, Pierre Nkurikiye. On constate qu'au niveau des provinces qui sont frontalières avec les pays voisins du Burundi, je cite notamment les provinces de Muyinga, Ruyigi et Chankuzo, on a constaté que depuis la semaine passée, il y a des commerçants qui se sont adonnés à vouloir faire sortir les produits vivriers, et en particulier le haricot, vers les pays voisins, soit disant que c'est là où ils vendent à plus cher. La police a saisi des tonnes du haricot, mais aussi des autres produits au niveau de ces provinces, mais aussi ici tout près au niveau de la frontière avec le Congo. Et nous voudrions informer le public que la mesure qui interdit l'exportation des produits vivriers du Burundi vers les pays étrangers reste de mise et reste d'application. C'est pourquoi tous ceux qui ont tenté d'exporter ces produits ont été appréhendés et les produits ont été saisis. Et nous voudrions donc demander à toute personne qui aurait cette intention de bien vouloir cesser ce comportement parce qu'il viole la loi. Eh bien, celui qui contreviendra à cette mesure, encore une fois, il va être appréhendé, ces marchandises vont être saisies et il va être traduit devant la justice pour qu'il puisse répondre de ses actes et expliquer pourquoi lui, il ne veut pas respecter les mesures qui ont été prises par les autorités. Et actualité régionale, le ministère des Affaires du Burundi, la l'EAC, déclare avoir réalisé beaucoup de choses en 2018. 11 réunions ont été organisées en campagne et mobilisation des partenaires en montrant les profits et les opportunités de l'intégration du Burundi. Isabelle Ndahayo, ministre des Affaires de l'EAC, l'a dit à la fin de la semaine où elle a présenté le bilan annuel de l'année passée de son ministère. Suivez. Le ministère a pu organiser au cours de cette période d'une année 11 réunions de campagne de sensibilisation et d'échange d'informations à l'intention des différents partenaires nationaux intéressés par l'intégration du Burundi au sein de la communauté est-africaine. À l'occasion de ces campagnes de sensibilisation, les participants ont eu l'occasion d'échanger sur les bénéfices et les opportunités ainsi que les défis liés à l'intégration au sein de la communauté est-africaine. 11 séances de sensibilisation organisées par le ministère s'ajoutent 60 émissions radiodiffusées et télévisées visant à sensibiliser et informer la population dans toutes ses composantes sur l'intégration du Burundi au sein de la communauté est-africaine. On a organisé un atelier de validation du document de stratégie d'intégration régionale pour le Burundi. Nous avons pu organiser 28 réunions de consultation nationale pour permettre aux Burundais d'apporter leurs contributions substantielles au développement et à l'élaboration des projets et programmes ainsi que des politiques de la communauté est-africaine. Avec la coordination, nous avons pu coordonner 400 réunions organisées au niveau régional. Et dans le cadre de la coordination, le ministère veille aux aspects logistiques pour que les délégués burundais puissent participer à plein rendement au rendez-vous communautaire. Dans le cadre de l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires de la communauté est-africaine, le ministère a organisé la retraite des membres de l'équipe technique chargée d'amender les textes législatifs et réglementaires nationaux et au sorti de laquelle 7 textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de la santé,
de la sécurité sociale, des migrations ont été analysées. Et dans la suite de nos séries de reportages sur les activités génératrices de revenus aux réfugiés qui ont fui le pays, entreprises par ces mêmes réfugiés burundais, nous vous parlons aujourd'hui d'un jeune commerçant burundais qui a pu s'intégrer à Huye, c'est au sud du Rwanda. Avec un petit capital de 500 000 francs en 2015, Chiza Moïse a osé louer une boutique pour continuer son même business qu'il avait au Burundi. Il a déjà atteint un chiffre d'affaires de 3 millions. Reportage signé Thierry Begirindavi. Il a fait un véritable parcours de combattant pour pouvoir démarrer et stabiliser son commerce dans la ville de Huye au sud du Rwanda. Chiza Moïse a quitté son pays natal alors qu'il devrait dépenser l'argent qu'il avait amené en exil pour survivre. Après toute une année à dépenser, Moïse a pris le courage entre ses deux mains et s'est lancé dans le commerce avec les maigres moyens qui lui restaient. Nageze no muri 2016 ndahaba kugeza 2000. Je suis arrivé ici en 2016. En 2017, j'ai pensé ce que je peux faire parce que j'avais dépensé presque toute la somme que j'avais amenée. J'ai commencé à chercher où je peux travailler. Il y avait un homme qui m'a aidé à trouver une maison. C'est là où que j'ai ouvert un mini-bar. J'avais beaucoup de clients. Par jour, je pouvais vendre 4 caisses de bière. Après 2 ans, le propriétaire avait besoin de sa maison. J'ai dû déménager et j'ai pensé à faire autre chose. J'ai eu la chance d'avoir une autre maison. Comme je ne pouvais pas continuer avec le bar, j'ai pensé à faire une petite boutique. Un client peut venir et je peux lui donner un bon prix pour que je puisse écouler mes marchandises le plus vite possible et que je puisse tourner m'approvisionner à Kigali. Je suis en bon terme avec les clients. Les clients peuvent envoyer leurs enfants en leur disant « Va chez Murundi ». J'ai commencé avec un capital de 500 000 francs rwandais et maintenant j'ai un chiffre d'affaires de 3 millions. Pour Chiza Moïse, les Burundais en exil doivent changer de mentalité et s'atteler au travail. Ils n'ont plus de choix. Il nous faut plus d'efforts pour s'atteler au travail. Nous venons de passer 5 ans en exil. Imaginez si on passait d'autres 5 ans. Ça serait très grave. On doit se débrouiller et chercher quoi faire. Heureusement, les Burundais d'ici ont déjà compris. La plupart a déjà entrepris de petits projets. Luyenzi Alexandre, un des clients rwandais trouvés sur place, affirme qu'il n'a aucun problème de s'approvisionner dans un magasin d'un Burundi. Étant donné qu'ils ont la même langue, la même culture, les Rwandais et les Burundais sont comme des frères. Je suis venu pour acheter à boire car j'avais tellement soif. Nous sommes de bons amis, même avant qu'ils déménagent pour s'installer ici. Ce n'était pas difficile pour moi de vivre avec les Burundais. Moi-même suis né au Burundi. J'y ai vécu pendant plus de 13 ans. On se connaissait assez. La cohabitation entre les Burundais et les Rwandais est normale. Ils sont comme des frères. Nous avons la même culture, presque la même langue. Aussi, les habitudes alimentaires sont les mêmes. Depuis la crise de 2015 due au 3e mandat contesté de Pierre Nkurunziza, plus de 500 000 Burundais ont pris le chemin de l'exil. 80 000 ont trouvé refuge dans la République sœur du Rwanda. La ville de Huye à elle seule héberge à peu près 850 Burundais. Voilà, c'est par ce reportage de mon collègue Thierry Begirindavi que je mets un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. À la prochaine.